Et ça, c'est le deuxième point que j'aborde. C'est une véritable passe d'armes qu'il y a eu par leur page Twitter interposée. Les deux dirigeants ont publié leur version du conflit. Alors, qu'est-ce que je relève? Que le président sud-africain attribue au Rwanda l'assassinat de 13 soldats des forces sud-africaines. Attribue au Rwanda l'assassinat de soldats de la mission des Nations Unies, de soldats tanzaniens, de soldats ressortissants de plusieurs autres pays, notamment comme le Malawi. Ça, c'est le premier fait. C'est le Rwanda qui a tué les soldats sud-africains en République démocratique du Congo. Deuxième fait, l'Afrique du Sud décide de renforcer son dispositif militaire pour parer à l'imprévisibilité et à la volatilité de la situation. Et puis, troisième fait, l'Afrique du Sud prend à témoin le monde entier sur le fait que c'est dans le cadre du droit international qu'elle est présente en Afrique. Cyril Ramaphosa se contente de rappeler les fondamentaux. Il ne s'habille même pas du manteau du chef de guerre. Il ne s'habille même pas du manteau du chef de guerre. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Ramaphosa a-t-il ce ton modéré et posé? La réponse est toute simple. Ce n'est pas parce que l'armée sud-africaine ne peut pas décapiter toute l'armée rwandaise en une journée de combat. Si l'aviation sud-africaine décidait de pilonner Kigali, il n'y aurait plus de gouvernement à Kigali, il n'y aurait plus de bâtiments ministériels à Kigali. Les capacités militaires ne sont pas comparables entre les deux pays. L'attitude de Cyril Ramaphosa s'explique par autre chose. Elle s'explique par le fait qu'il sait que c'est pas le Rwanda, le tout petit Rwanda là, qui a les muscles suffisants pour attaquer la République démocratique du Congo ou pour tuer les soldats sud-africains. C'est parce que le président sud-africain sait que derrière le Rwanda se trouve l'OTAN et que l'OTAN est à la recherche de raisons d'installer une guerre durable de déstabilisation de toute l'Afrique centrale comme condition de son accès facile par le pillage aux ressources naturelles du sol d'Afrique centrale et d'Afrique australe. Je recommence l'explication. Qu'est-ce qui explique la modération de Ramaphosa? Ramaphosa ne regarde pas Kagame, il regarde qui est derrière Kagame. Il sait que c'est l'OTAN. Et il sait que dans les plans de l'OTAN, il y a toujours la stratégie d'utiliser un proxy qui va provoquer un géant de la sous-région et le faire basculer dans une guerre qui va être l'occasion pour l'OTAN de fatiguer le géant. C'est comme ça que l'OTAN opère avec Israël au Moyen-Orient. Vous l'avez bien remarqué. C'est comme ça que l'OTAN opère avec l'Ukraine en Europe. Vous l'avez bien remarqué. C'est comme ça que l'OTAN opère avec l'Ouganda et le Rwanda en République démocratique du Congo. Vous avez bien observé. C'est comme ça que l'OTAN opère en Afrique de l'Ouest avec les micro-États, les États voyous de la CEDEAO. Vous avez bien remarqué. Ils essayent toujours de créer des guerres et ils se cachent derrière leur proxy pour attiser la guerre, affaiblir la sous-région et imposer leur présence. Et le tour est joué. Le pillage des matières premières peut reprendre de plus belle. Vous avez compris ou pas? Je suis ici en train de vous expliquer la géopolitique de la guerre hybride, les guerres hybrides de l'OTAN. Et j'ai vu que certains ont fait des commentaires pour dire que Ramaphosa, comment il peut être mou comme ça? Non, Ramaphosa est en train de bien mesurer ses forces. Avant de frapper sévèrement le Rwanda, il va falloir pour lui qu'il s'assure du soutien actif de la Russie et de la Chine. Quand Ramaphosa sera sûr que la Russie et la Chine, si on peut même ajouter l'Inde, sont vraiment derrière lui, l'Iran sont derrière lui, le Venezuela derrière lui, il va frapper le Rwanda. Parce que le Rwanda lui a tué 13 soldats. C'est un défi, hein. Et ça fait partie des plans de provocation du Rwanda. C'est-à-dire que les patrons du Rwanda, les impérialistes occidentaux, lui ont demandé de tuer des soldats sud-africains. C'est une condition pour créer une situation où l'Afrique du Sud se précipiterait dans la guerre. C'est une occasion d'épuiser l'armée sud-africaine, d'attirer l'armée sud-africaine dans un conflit inextricable et interminable au Congo, afin d'affaiblir l'Afrique du Sud et ainsi de continuer à reprendre main sur le sous-continent. Maintenant, allons voir la réponse de Kagame. Et vous allez me dire si Kagame est normal. Si c'est Kagame qui parle, ou bien si Kagame n'est pas le perroquet de l'OTAN, de la CIA, qui sont ses maîtres, de l'Union européenne, etc., qui sont ses maîtres. Rendez-vous compte de la réponse que Kagame va donner au message mesuré, responsable et pacifique du président Ramaphosa. Regardez ce qu'il va faire. J'analyse les propos de Kagame maintenant en disant que c'est pas Kagame qui parle. Kagame, il est la voix de ses maîtres. C'est un ventriloque. Il faut entendre la voix de l'OTAN, il faut entendre la voix des États-Unis, la voix de la Grande-Bretagne, il faut entendre la voix de l'Union européenne derrière Kagame. Il parle parce que ses maîtres lui ont garanti que l'Afrique du Sud n'osera pas l'attaquer. Il parle parce que ses maîtres ont averti l'Afrique du Sud de ne pas attaquer. Il parle parce que l'Afrique du Sud possède des informations selon lesquelles, si elle attaque dans ces conditions, il y a un piège qui lui est préparé, un peu comme on avait laissé Saddam Hussein attaquer le Koweït, pour en profiter pour attaquer justement l'Irak. Vous vous souvenez? Le piège de la première guerre du Golfe. Comment on a piégé Saddam Hussein? Saddam Hussein était fâché parce que le Koweït vendait moins cher le pétrole et faisait chuter tout le temps le prix du baril de pétrole irakien. Le petit Koweït fatiguait Saddam Hussein, qui pourtant avait aidé les Américains à détruire l'Iran pendant pratiquement 10 ans dans les années 80. Saddam Hussein informe ses parrains américains de son intention de punir le petit Koweït.
qui nuit au prix du baril de pétrole. Les parrains américains de Saddam Hussein lui disent, Monsieur le Président, you can move on. Allez-y, faites. C'est votre problème là-bas. Or, en fait, ils avaient déjà préparé tout ce qu'il fallait pour taper sur l'Irak au nom d'accords de défense et de coopération militaire avec le Koweït. Dès que l'Irak a envahi, le Koweït a été envahi en une journée. Saddam Hussein n'a même pas eu besoin de combattre. Il avait déjà pratiquement pris tout le Koweït en main. Les Américains et leurs alliés britanniques sont tombés à bras raccourcis sur l'Irak. Se sont mis à le bombarder sauvagement. En disant qu'ils appliquaient un traité de coopération internationale et de défense avec le Koweït et qu'ils étaient les défenseurs du principe de la souveraineté des États que Saddam Hussein avait vu. Donc le Rwanda que vous voyez là est un piège tendu de l'OTAN à plusieurs pays. Je conclus en disant que l'Afrique du Sud ne peut pas y aller seule. Les seuls cas où l'OTAN sera obligée de reculer, c'est une situation dans laquelle plusieurs pays panafricanistes révolutionnaires foncent pour dégager le Rwanda, du Congo. C'est ce qui a sauvé pour la première fois le régime de Kabila. Quand le Zimbabwe et l'Angola sont entrés, le Rwanda et l'Ouganda ont fui. Quand ils ont vu l'armée angolaise, qui est une armée rompue à la guerre, quand ils ont vu l'armée angolaise entrer à Matadi et se mettre à remonter pour sécuriser Kinshasa et se préparer maintenant à descendre vers le Kivu, les Rwandais ont fui chez eux. C'est ce qui leur est arrivé. Quand ils ont appris qu'à l'est là-bas, le Zimbabwe mettait en place un pont militaire et que les contingents zimbabwéens allaient sauter pour leur barrer la route, Kagame a dit à ses hommes, rentrez à Kigali, c'est gâté, le truc là est gâté. Voilà pourquoi je conclus en disant, il y a une grande solution militaire qui passe par un changement de doctrine géopolitique et géostratégique à Kinshasa. S'il y a un changement de doctrine géopolitique et géostratégique à Kinshasa, c'est-à-dire que si l'Angola, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe sont sûrs que c'est vraiment un gouvernement panafricaniste révolutionnaire qui est à Kinshasa, ils accepteront, je pense, dans ces conditions, de prêter main forte à l'armée congolaise et de bouter l'armée rwandaise hors du sol. Et je pense que la prochaine bataille qui va agglomérer ces armées-là permettra de résoudre le problème Kagame. Parce que cette fois-ci-là, ce serait une erreur de la part de l'Afrique du Sud. Une erreur de la part, bien sûr, de l'Angola, du Zimbabwe, de se contenter de renvoyer Kagame à Kigali. Non, il faut le renvoyer de Kigali. Ce type ne doit pas être à la tête d'un État, parce que tant qu'il sera à la tête d'un État, nous n'aurons pas la paix en Afrique centrale. Mais avec le type de management politique qu'on a, en la personne, je suis désolé, de Félix Tshisekedi, on est condamné à assister à l'enlisement de la situation congolaise, au pourrissement de la situation congolaise. Parce que Tshisekedi n'est pas à la hauteur des changements que j'ai soulignés. Donc je conclus ce point. Nous sommes aux portes du risque d'une grande guerre d'Afrique, presque une guerre mondiale d'Afrique centrale. Elle opposerait globalement quelles troupes? Je vois très clairement, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se coaliser pour combattre contre le Congo et se retrouver face à une coalition de l'armée sud-africaine avec l'armée congolaise et de l'armée angolaise et de l'armée zimbabwéenne aux côtés de l'armée sud-africaine. Mais ça, ce n'est possible que s'il y a un changement à Kinshasa. Parce que les Zimbabwéens, les Sud-Africains, les Angolais savent que Tshisekedi est une mauviette, que Tshisekedi est un mollasson politique, que Tshisekedi n'est pas quelqu'un avec qui on peut faire des deals sûrs, que Tshisekedi est une girouette, que Tshisekedi n'est pas un patriote panafricaniste révolutionnaire. Voilà pourquoi ils observent le pourrissement de la situation. Et ce qui risque d'arriver à tout moment, c'est un coup d'État pro-occidental à Kinshasa pour faire tomber Tshisekedi et faire semblant de reprendre la situation en main pendant que le Rwanda s'installe durablement dans le Kivu. Et en réalité, le processus qui est le plus attendu pour le peuple congolais, c'est vraiment un processus de changement, non seulement d'élite politique, mais de doctrine.